Rebonjour à tous pour ces journées digitales de l'expérience client. Pour des raisons d'agenda, nous recevons Thierry Chamouton quelques jours avant le jour J. Nous accueillons donc pour ce moment de clôture de la première journée Thierry Chamouton qui est tout fraîchement nommé directeur général de l'INRC, l'Institut national de la relation client. Le tutoiement est obligatoire avec toi Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Très bien, bonjour Geoffroy, ravi de te retrouver. Le tutoiement est obligatoire, c'est un vieux réflexe d'un ancien canalien. Voilà, putain, on dit putain et on dit tu. Donc je dis des Ok. Voilà, soyez pas surpris. Oui, j'ai été nommé directeur général de l'INRC pendant le confinement par un conseil d'administration par call. Alors peut-être je vais commencer par me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et puis parler un petit peu rapidement, dans un premier temps, des missions de l'INRC, ce que c'est, parce que peu de personnes savent que derrière l'INRC, ça veut dire Institut national de la relation client. Alors, me concernant, j'ai 4 vies, et j'entame la 5e aujourd'hui. Une première vie à l'université, où après des études et un doctorat d'économétrie, où aujourd'hui, avec un peu de recul et distance, je mets un D' devant, j'ai enseigné l'économie mathématique, la microéconomie et l'économétrie à l'université. Et j'ai participé avec l'INSEE sur les gens qui ont fait les premiers modèles de modélisation macroéconométrique, où dans lequel tout était modélisable, tout était mis en équation, y compris l'humain. Et vous verrez que je suis devenu maintenant un keynésien plein de cicatrices. Ensuite, je suis parti en me disant que plutôt que de penser les idées du monde, il va mieux aller voir le monde des idées. Je suis rentré à Vittel, où après avoir gravi toutes les étapes comme directeur général, pour arriver directeur général, Vittel a été racheté par Nestlé. Et il se passe en général ce qui se passe dans ces cas-là. On coupe la première tête, c'était la mienne. Donc j'ai réfléchi, j'avais 40 ans, je me suis dit, écoute, c'est le moment de réveiller tes rêves et de cultiver tes envies. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'ai entendu parler des centres de relations clients qui s'appelaient à l'époque les centres de contact client. Et je suis rentré dans ce milieu-là où j'ai eu un centre, 2 centres, 3 centres, 10 centres, une personne, 20 personnes. Et j'ai monté la première convention collective avec des partenaires sociaux sur les fondamentaux des call centers et qui est toujours à peu près d'actualité. Ensuite, toujours dans cet univers des services, je suis parti chez Canal+, où on m'a demandé de diriger la relation client. Ça a été un grand moment de joie parce que quand on rentre chez Canal, on ne se demande jamais pourquoi on est là, on se demande pourquoi on n'était pas là avant. Donc je me suis fait très plaisir avec une équipe absolument merveilleuse qui aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté, pour la moitié d'entre eux, sont patrons de grandes entreprises dans leur relation client. Chez Sitel, chez Carglass, chez AXA Bank, ou ailleurs d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai quitté Canal. Chez Canal, j'ai créé le label de responsabilité sociale, qui est le petit frère de celui dont je vais vous parler tout à l'heure. Human for Client, oui. Exactement. Et ensuite, j'ai été nommé directeur du développement RH des postiers, donc des 180 000 postiers, pour travailler sur la mobilité, les parcours professionnels. Et puis, j'ai décidé de faire une 4e expérience, je dirais, dans l'univers d'économie sociale et solidaire. Et j'ai dirigé pendant 5 ans la fondation Positive Planète, qui est la fondation créée par Jacques Attali, dont la finalité est d'offrir aux générations futures les moyens d'accéder à la dignité sans dépendre de la charité. C'est un moment fantastique où j'ai travaillé avec plein de jeunes, où le sens et la valeur l'emportent sur l'organisation et la discipline. Mais c'est une expérience fascinante. Et puis j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans le conseil. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle TCH Advisory, qui, au-delà de l'acronyme Thierry Chamouton, veut dire surtout, et on aura l'occasion d'en parler, Geoffroy, toujours choisir l'humain. C'est 40 ans de ma vie, c'est 40 ans de mes convictions, et c'est ce que je vais essayer de vous passer aujourd'hui comme message. Rien ne peut se faire sans l'humain, et il faut, dans chaque décision, toujours choisir l'humain. Donc, comme tu le disais, le 25 mars, je prends, après avoir été secrétaire général en septembre de l'Institut national de la relation client, je prends la direction générale en plein confinement dans un conseil d'administration par call et sur proposition du président Christian Pierret. J'ai bien sûr accepté ce poste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'INRC? L'INRC, c'est le prolongement par un certain nombre de grands groupes, la BNP Paribas, Orange, Engie, Téléperformance, Babylou, d'une mission nationale dont les 4 missions principales sont assurer la promotion et le développement de la relation client en France et en Europe, anticiper l'évolution du métier et des compétences associées,
Bref, créer une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des carrières et des compétences pour éviter de subir, mais plutôt d'agir en amont du processus. Ensuite, nous avons bien sûr la création d'un label qui s'appelle aujourd'hui Human for Client, qui est un label de responsabilité sociale et sociétale et qui permet à des entreprises qui le souhaitent de se voir décerner le label après être passées devant un comité parfaitement paritaire et dans lequel l'ensemble des organisations syndicales et patronales siègent et sont présentes. Et puis, nous avons aussi une autre mission, c'est une mission un peu de réflexion, un think tank dans lequel on débat, on échange, on partage sur le rôle et la place de l'humain dans la relation client en raison de l'arrivée massive des robots, des automates, de l'intelligence numérique, etc. Et on verra comment nous nous positionnons sur ce sujet, partant du principe, bien sûr, que l'humain doit être au cœur des réflexions, au cœur des préoccupations et au cœur de la mission de la relation client. Très bien, donc finalement des missions très tournées vers le service, la place de l'humain, et puis la RSE des entreprises, finalement. Absolument, absolument. On est au carrefour de ces trois missions dont tu viens de parler. Donc, RSE qui est devenu un peu un sujet central durant la crise du Covid-19. Quelles ont été vos actions chez vous à l'INRC pendant le confinement et comment l'Institut national de la relation client s'est adapté au contexte ? Alors, on a tous, comme tout le monde, été un peu pris de court. Alors, la grande chance que j'avais, c'est que l'ensemble de mes collaborateurs sont tous des professionnels du télétravail. Ils travaillent tous à distance. Et moi, je fais partie des gens qui croient qu'on n'a pas besoin d'avoir les gens devant soi pour savoir s'ils bossent ou pas. C'est une question de confiance et on aura l'occasion d'en parler souvent. Donc, on a fait 4 grandes choses pendant ces 3 mois de confinement. D'abord, on a continué à se parler tout le temps. Donc, il y avait des réunions hebdomadaires programmées où chacun a apporté ce qu'il a fait, son plan d'action, son partage, et s'est échangé, parler aussi de lui. On a mis en place d'abord une plateforme de benchmark pour les entreprises adhérentes à l'INRC qui permettait d'échanger les meilleures pratiques et surtout de partager sur les plans de continuité de l'entreprise. Ouais. On est parti du principe qu'on réussit en équipe et on échoue tout seul et on est plus intelligent à plusieurs. Donc ça a été un grand moment d'échange et des entreprises qui vivent un peu de la magie du secret, comme des grands groupes savent le faire, ont accepté. Alors c'était bien sûr restreint, ça n'était pas accessible à tout le monde, ont accepté de se poser des questions, d'échanger la bonne pratique et ça a été un grand moment très vivant qui nous a montré l'intérêt et l'utilité d'avoir un Institut national de la relation client qui est un endroit où on échange et on partage. Surtout dans les situations difficiles, ouais. Il faut surtout éviter de se sentir seul et de se sentir isolé. La deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons mis en place un groupe de travail sur le télétravail qui aujourd'hui rassemble une 50aine de personnes en tant que contributeurs de toutes les sensibilités syndicales, patronales, expertes des grands groupes, La Poste, Orange et d'autres, Alice, d'autres groupes y participent. Et l'idée est de se dire, c'est ma conviction en tous les cas, que le télétravail sera un des grands changements post-Covid. Par contre, il faut bien être conscient du fait que le télétravail, c'est quelque chose qui est choisi par le collaborateur et qui fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. Le travail à distance que nous avons tous vécu aujourd'hui est un travail qui a été subi et qui est un travail qui a été à marche forcée. Exactement. Donc, il va falloir quelque part commencer à organiser le cadre légal du travail à distance sur le modèle du télétravail et en laissant à chacun le soin de s'exprimer, le volontariat, etc. Mais le chantier est immense et quand on regarde que certaines entreprises, je prends Peugeot, mais je pourrais en prendre une autre, qui décident de faire du télétravail le mode normal d'organisation et de la présence au siège l'exception, on sent bien que le Covid va marquer une nouvelle organisation dans le travail dans les entreprises et surtout une nouvelle relation entre le salarié et son employeur. Donc il faut penser ça, et il faut le faire en respectant toutes les contraintes, les risques psychosociaux, l'intégration ou l'intrusion du travail dans le domicile, etc. Donc ce sont des choses que nous avons comme préoccupation et on a demandé à ces 50 personnes, à ces 50 contributeurs, le but étant un livrable, c'est fin d'année sortir un livre blanc sur les bonnes pratiques du télétravail et en quoi le travail à distance peut demain être comparé au télétravail. Donc ça, c'est une chose qui a pris un peu de temps. Et parallèlement à ça, on a lancé toute une réflexion sur le référentiel du label Human for Client, comment intégrer peut-être un peu plus, un peu mieux le télétravail dans nos réflexions, de façon à faire en sorte que, là encore, on anticipe les nouvelles organisations des entreprises qui feront que le salarié qui a connu le télétravail ne reviendra pas travailler avec autant de gaieté et de cœur que quand il était chez lui. Donc il faut intégrer toutes ces réflexions.
Et ensuite, nous avons aussi, bien sûr, monté un lieu d'échange et de débat sur le rôle et la place de l'humain dans la relation client, qui est quand même quelque chose d'extrêmement essentiel et d'important pour nous, comme j'ai eu l'occasion de le dire auparavant et comme j'aurai l'occasion de le redire après. Ah oui, puis ce qui est étonnant aussi avec le télétravail, c'est qu'aujourd'hui, certains téléconseillers ou conseillers se mettent en vidéo pour parler au client, et le client voit le téléconseiller chez lui, et en fait, ça humanise plus la relation. En fait, on se rend compte que le téléconseiller n'est plus seulement un téléconseiller sur plateau, avec des dizaines et des dizaines d'autres téléconseillers, ça devient un être à part entière qui apporte de la valeur et du service. Et tu touches une de mes grandes convictions. Je suis bien sûr pour un mix intelligence artificielle, intelligence humaine. Et ce serait idiot de le nier. En revanche, les deux sont parfaitement complémentaires. L'intelligence artificielle apporte une valeur ajoutée certaine par le traitement de la complexité de certains processus, la rapidité de l'exécution, mais il faut bien savoir que jamais un ordinateur ne saura sentir et ressentir. Ouais. L'humain sait le faire. Donc l'humain, lui, apporte une chaleur ajoutée par le fait qu'il exprime des émotions. Et le fait de voir les gens, aujourd'hui, ça participe de l'enrichissement de la relation client parce que tu fais passer tes émotions et à travers tes émotions, tu arrives aujourd'hui à comprendre et à rendre le message du client beaucoup plus clair, beaucoup plus présent. Ce qui posera d'ailleurs la question aujourd'hui des compétences socio-émotionnelles, donc qui sera un grand enjeu pour demain. Il va falloir former les conseillers clientèle aux compétences socio-émotionnelles pour qu'ils puissent se connaître, se reconnaître de façon à mieux sentir et ressentir leurs clients. Donc si je résume, peut-être une adaptation de Human for Client, votre label RSE, pour intégrer la partie télétravail. Pour plus intégrer. Pour plus intégrer. Et puis un livrable en fin d'année qui émanera en fait d'entreprises, de toutes les parties prenantes de certains partenaires pour dessiner les bonnes pratiques, savoir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas et mettre des règles en place qui confortent chaque partie prenante. C'est exactement ça, cher Geoffroy. Ce sera un livre blanc et j'espère que je serai invité à l'Agora pour en parler, en faire la promotion. Un livre blanc qui prendra toutes les sensibilités. Chaque organisation syndicale nous a désigné un expert pour pouvoir travailler là-dessus. Je suis très optimiste parce que l'ensemble des organisations ont bien compris que le monde de demain, le monde post-Covid, sera différent et le télétravail participera de cette différence. Bah, tu anticipes ma prochaine question. Quels enseignements tires-tu de la crise à la fois en tant que personne et puis à la fois en tant que directeur général de l'INRC? Les enseignements, c'est que le monde de demain va profondément changer et les entreprises vont devoir intégrer des essentialités, c'est-à-dire intégrer un temps long. Et il va falloir que nous, en tant qu'INRC, en tant que think tank, en tant que laboratoire, on puisse y participer à travers ce débat donc sur le télétravail, à travers un autre débat sur le rôle et la place de l'humain, à travers un autre débat sur jusqu'où on peut aller sur l'intelligence artificielle dans les entreprises. Je crois que nul ne sortira indemne de ce qui vient d'arriver. Maintenant, c'est à chacun de pouvoir inventer, ou le président dit se réinventer, mais inventer des nouvelles solutions. Et nous, on souhaite y participer en mettant à disposition des entreprises tout un catalogue d'idées nouvelles, d'innovations, et qui expriment le respect du métier, la sensibilité de chacun et l'idée de faire en sorte que l'humain retrouve encore plus et mieux sa place post-Covid qu'avant Covid. Très bien. Tu voulais aussi me parler, je crois, de Positive Impact, oui. de gouvernance. Je crois aussi, absolument, et je te remercie, je pense qu'il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est ce que moi j'appelle la gouvernance positive. J'ai connu plusieurs types de gouvernance. La gouvernance verticale, je suis le chef, vous obéissez, vous faites, c'est comme ça. La gouvernance, ça c'était la gouvernance verticale, le patron commande, etc., point terminé, les autres vous vous taisez. La gouvernance horizontale, on est tous des chefs, donc on a tous une voix, etc., c'est absolument impossible dans une entreprise, l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie. Et puis aujourd'hui, je pense que la façon, et cette période de confinement m'a fait réfléchir et m'a montré que ça fonctionnait, c'est que la gouvernance positive doit être aujourd'hui la nouvelle organisation dans les entreprises. Qu'est-ce que la gouvernance positive? La gouvernance positive, c'est la façon de la définir la mieux, c'est de la définir à travers la phrase de Saint-Exupéry dans Citadelle. Il dit, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes, ne commence pas par leur donner des ordres, leur expliquer où se trouve chaque chose. Non, si tu veux construire un bateau,
mais simplement au cœur des hommes et des femmes, l'amour et le désir de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire, cette citation? Ça veut dire deux choses. Si tu veux aujourd'hui impliquer, faire adhérer tes collaborateurs, tu dois t'appuyer sur deux leviers. Le premier, c'est la confiance, et le deuxième, c'est la transparence. Quand on prend la phrase de Saint-Exupéry et qu'on l'applique au monde de la relation client, qu'est-ce que ça donne? Si tu veux diriger un centre de relation client, si tu veux travailler dans la relation client, ne commence pas par rassembler tes conseillers clientèle, leur donner des ordres, leur dire où se trouve chaque procédure, leur indiquer chaque consigne. Non, si tu veux diriger un centre de relation client, mets simplement au cœur des conseillers clients l'amour et le désir du client. Mais simplement au cœur des conseillers clients, l'amour et le désir du client. La gouvernance positive participe de la confiance. Je fais confiance aux gens. Et c'est mon intérêt de faire confiance aux gens parce que si je leur fais confiance, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que moi j'appelle de l'altruisme rationnel. Et c'est quelque part la forme la plus intelligente de l'égoïsme. C'est l'intérêt des dirigeants de faire confiance à leurs collaborateurs. Et la transparence, aujourd'hui les gens cherchent du sens. Aujourd'hui les gens cherchent à participer à ce qu'ils font. Aujourd'hui les gens cherchent à créer de la valeur. Et si on ne leur explique pas de façon transparente le projet de l'entreprise, alors il y a peu de chances qu'ils le comprennent d'eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, et c'est ce qui va, à mon avis, bouleverser un petit peu notre métier, on devrait passer du concept de manager au concept de manager. C'est quoi la différence entre le management et le management? Le manager, tout le monde le connaît. Le manager, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses collaborateurs, c'est quelqu'un qui respecte leurs contraintes personnelles, c'est quelqu'un qui fait des réunions de façon asynchrone pour ne pas intervenir dans la vie personnelle des gens, c'est quelqu'un qui leur laisse plus de liberté et d'autonomie pour pouvoir s'organiser, c'est quelqu'un qui leur fait confiance. Là où le manager s'appuie uniquement sur des indicateurs ou des références de performance sociale et de productivité, le manager s'appuie sur des notions de bien-être et de qualité de vie au travail. Si demain, nos managers ne deviennent pas des managers, alors les salariés quitteront les entreprises. Parce qu'ils ne cherchent plus aujourd'hui uniquement un travail ou une rémunération, ils cherchent du sens, ils cherchent de la considération, ils cherchent de l'estime, ils cherchent de la reconnaissance et ils cherchent surtout à ce qu'on leur fasse confiance. Et la confiance, elle ne peut se faire que dans la transparence. Voilà, j'espère que j'ai été convaincant ou j'ai réussi à vous convaincre. Ça peut paraître étonnant, mais c'est notre intérêt, nous dirigeants, de faire confiance aux gens. Et si vous le faites, alors vous obtiendrez beaucoup plus qu'eux. Oui, de toute façon, là, transparence et confiance dans le contexte actuel où effectivement il faut travailler nécessairement à distance, ça paraît juste une évidence, mais finalement qu'il faut quand même expliciter. Oui. Tu as raison, Geoffroy, ça paraît une évidence, mais beaucoup de gens m'ont dit mon manager, il se comporte à distance comme il se comportait en présentiel. Non, il n'a pas compris que les salariés qui sont chez eux souhaitent avoir un autre mode de management. Et c'est ce que j'appelle le management, ménager ses collaborateurs parce qu'ils ne sont pas au travail, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'il faut respecter leur vie professionnelle, parce qu'ils n'ont pas forcément un cadre de travail, un bureau de travail leur permettant de donner, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être présents à 8 heures sur une réunion, et donc la synchronicité des réunions par respect des gens, et on n'a pas tous besoin d'être tous à la même réunion, tout ça, c'est en train de se réorganiser. Et si on n'en tient pas compte, alors on passera à côté d'une véritable révolution dans laquelle l'humain aura repris son droit, sa place, et aura revendiqué le simple fait qu'il peut lui aussi apporter des choses positives et constructives à la relation client. Bien, donc au final, c'est vraiment des problématiques qui dépassent l'expérience client, l'expérience collaborateur. C'est vraiment des sujets qui doivent toucher toutes les organisations dans leur globalité. Tu as raison, c'est problème de management. Et selon toi, si on se recentre un peu sur la relation client, qu'est-ce que le contexte passé et actuel va changer dans la relation client? Qu'est-ce qui va changer selon toi? Moi, je pense, une des règles d'or de ce métier, c'est des conseillers clients heureux, fondés, clients heureux. Oui. Mais ça n'est pas toujours symétrique. Aujourd'hui, l'expérience client doit se nourrir et s'enrichir de l'expérience collaborateur. Ça, c'est basique. Et pour que le collaborateur ait envie de donner le meilleur à son client, il faut, au-delà de lui mettre le désir et l'envie de satisfaire le client, il faut qu'il y ait une parfaite symétrie des attentions. Et pour qu'il y ait une symétrie des attentions, il faut que le collaborateur trouve une certaine qualité de vie au travail à travers la formation, à travers l'intégration, à travers son évolution professionnelle et à travers le type et le mode de management vis-à-vis de lui.
Et si on n'arrive pas à faire ça, alors on n'arrivera pas à faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent enrichir la relation client par leur propre expérience au bénéfice de l'expérience du client. C'est quelque chose qui va changer, c'est quelque chose qui au départ était dans les imaginations ou dans la réalisation de certaines entreprises, qui demain deviendra une réalité absolument certaine. Oui, et par rapport justement à ce sujet d'avenir, si on se rattache à l'actualité de l'INRC, quels seront vos chantiers, vous, d'avenir pour traiter de ce genre de Alors, sujet? nous, on a un gros sujet qui est le télétravail. Dans ce télétravail, on va effectivement regarder le cadre légal, les risques psychosociaux, comment on n'est pas intrusif dans le travail, mais on regarde aussi les aspects du management, où on va travailler sur comment décrire le manager par rapport au manager, comment est-ce qu'il obéit à une charte, quelle formation on peut faire, comment est-ce que les compétences socio-émotionnelles vont apporter de la valeur ajoutée aux conseillers clients. On va donner tout un guide méthodologique et extrêmement pratique pour faire en sorte que les conseils qu'on donne puissent être appliqués dans les entreprises et démontrer que ça marche. 2 questions pour finir, Thierry. Vas-y, je t'en prie. Quelles sont tes recommandations en termes de confiance avec les clients et de confiance avec les collaborateurs? Bon, j'en ai 3 qui sont assez simples et surtout, je voudrais que chacun se les approprie. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour faire part d'une expérience et pour transmettre. Ma première recommandation, je vous assure, faites confiance à vos collaborateurs. Plus vous leur faites confiance, meilleurs ils seront. La deuxième chose, c'est n'oubliez jamais qu'un collaborateur heureux fait un client heureux. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et le troisième point qui, à mon avis, est extrêmement important, mettez dans le cœur de vos collaborateurs l'amour et le désir du client. D'accord. Donc là, on finit sur la raison d'être d'une entreprise et la RSE finalement. Exactement, exactement. Mais j'y crois vraiment. Ouais. Et si on doit faire un petit bilan de la journée, on a beaucoup parlé d'innovation en continu, d'accélération du digital par rapport aux problématiques du confinement et de continuité d'activité des entreprises, la mise en place du télétravail, de l'impact de l'écoute du client, d'un déconfinement humain de la relation client, mais aussi digital. Au final, le mix humain-digital qui est vraiment au centre des préoccupations de la relation client. Vous, votre ressenti sur les sujets évoqués sur les conférences précédentes? Moi, je pense qu'en écoutant ce qui a été dit avant, c'est un formidable métier. C'est un formidable métier parce que c'est un métier qui insère, qui intègre, qui forme et qui promeut les générations à venir. Et c'est notre responsabilité de le faire. La dernière étude à disposition a été réalisée en 2018 par le cabinet EY pour le compte du syndicat professionnel des centres de contact client, le SP2C. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette étude? Elle montre un certain nombre de choses intéressantes. D'abord, c'est quand même un marché qui emploie 100 000 collaborateurs en France. C'est un marché dans lequel, pour 30% des salariés, c'est leur première expérience professionnelle. C'est un marché dans lequel 28% des salariés ont moins de 26 ans. C'est un marché dans lequel 75% des gens sont en CDI, donc on ne parle pas de précarité dans ce marché, ça suffit. Et c'est un marché dans lequel plus de 70% des gens ont un niveau de bac supérieur ou égal au bac. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un marché qui donne sa place et son rôle aux jeunes. Par ailleurs, j'en ai marre d'entendre parler de ces métiers qui disparaissent sans parler des métiers qui apparaissent. Voilà un marché qui innove beaucoup, qui crée des emplois. Et quel type d'emploi? Des emplois nouveaux. On entend parler aujourd'hui de nouveaux jobs. On entend parler de data scientist, de chatbot master, de webmaster, d'ingénieurs en programmation linguistique, d'ingénieurs en intelligence artificielle. Parlons de ces métiers qui apparaissent. Parlons de ces jeunes qui prennent ces métiers. Maintenant, juste un conseil. Rabelais, au XVIe siècle, disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, s'il revenait chez nous, il nous dirait « Attention, technologie sans éthique n'est que ruine de l'humain. Technologie sans éthique n'est que ruine de l'humain. » Alors, pour finir, je dirais, ma conviction personnelle, et vous l'avez compris, c'est qu'il faut toujours choisir l'humain et que rien ne remplacera l'humain. Et donc, dans ce monde qui va être de plus en plus numérisé, où l'intelligence artificielle a normalement sa place, mais que sa place, il faut bien comprendre que le don de soi doit toujours passer avant les données. Et que pour paraphraser André Malraux, je dirais, le 21e siècle sera humain ou ne sera pas. Voilà. Merci beaucoup, Geoffroy. Et c'est sur cette citation d'André Malraux que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous parler de confiance, de transparence, du rôle de l'INRC et en quoi justement c'est important, d'autant plus important d'accompagner les entreprises aujourd'hui.
C'est la fin de ce dernier temps fort des journées digitales de l'expérience client pour le mardi 23 juin. Je vous donne rendez-vous donc dès demain, 9 h. À très vite, au revoir. Merci.